Bon après-midi tout le monde pour ceux qui sont au Québec. Dans le fond, on vous souhaite la bienvenue à ce troisième atelier de la semaine de la FAD organisé par Fadio en collaboration avec plusieurs partenaires. On est vraiment content de vous offrir cette belle semaine-là qui se veut très enrichissante déjà. Cet après-midi, ben, on a vraiment le bonheur d'accueillir avec nous l'école branchée, donc Maxime Laflamme de l'école branchée, qui vient nous parler de 5 postures à privilégier pour une pédagogie active, même à distance. Donc, je vais lui laisser la parole dans une petite minute, mais j'aimerais préciser que nous sommes en mode webinaire, vu le grand nombre de participants. Donc, c'est pour ça que vos caméras, vos micros sont fermés. Et vous avez par contre le privilège de nous poser des questions dans le module questions-réponses. Par contre, on va répondre aux questions là, probablement plus dans une période de questions vers la fin. Donc, soyez assurés qu'on va regarder là, à tout ça en temps et lieu. Donc, on vous souhaite un bel atelier, puis merci d'être avec nous. Fait que Maxime, je te passe le flambeau. Merci beaucoup, Karine. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être avec vous pour terminer votre après-midi, peut-être votre deuxième chiffre qui commence, hein, 15 heures. Peut-être vous étiez en train d'enseigner ou de faire d'autres choses. Donc maintenant, on est ensemble de 15 heures à 16 heures. Je vois le nombre de spectateurs augmenter à toutes les secondes. J'aimerais bien vous saluer un à un, mais on en aurait probablement jusqu'à 16 heures. Mais il y a plusieurs noms que je reconnais parmi tous ceux et celles qui sont connectés avec nous cet après-midi. Je vous remercie grandement de prendre le temps de vous connecter avec moi. Hum, je m'appelle Maxime Laflamme. Je suis conseiller pédagogique à l'école branchée. Je suis également le rédacteur en chef des guides pédagogiques Scoop et le facilitateur des créacans sur mesure. Créacan, c'est le nom des formations que l'on donne à l'école branchée. Formation que je donne, je vous dirais, presque quotidiennement depuis le mois de mars 2020, hein, dans le contexte actuel. Les besoins en formation à distance, en enseignement à distance sont criants, sont urgents. Donc, j'ai le privilège de former bon nombre d'enseignants, de conseillers pédagogiques, de gestionnaires également à l'enseignement à distance. Hum, donc, la Saskatchewan francophone, le Manitoba francophone, plein d'enseignants qui se sont fait former par l'école branchée. J'ai participé à leur virage numérique. Je suis vraiment, vraiment content de ça. Plusieurs écoles autochtones également qui ont fait un virage à 180 degrés avec le contexte actuel. Puis, j'ai le privilège de les soutenir, de les assister dans tous ces changements-là. Donc, puis il me fait vraiment plaisir cet après-midi de me connecter avec vous dans le cadre de la semaine de la FAD. Le thème de mon atelier, de ma présentation cet après-midi, ça s'appelle « Pour une pédagogie active, même à distance ». Vous allez remarquer les petits bitmojis qui vont comme ça parsemer ma présentation. Des fois, ils seront bien cachés. Si vous voulez vous amuser à les repérer, j'ai mis ça pour vous faire sourire. Puis nous, à l'école branchée, maintenant, c'est notre mode de communication numéro un. On ne se parle qu'en bitmoji maintenant pour se donner le sourire, pour se faire rire, pour détendre l'atmosphère. Je pense que cette application-là, si vous ne la connaissez pas, là, Bitmoji, ça permet de vous représenter, ben, c'est vous, c'est votre avatar dans diverses situations de la vie quotidienne. Donc, on passe nos journées à s'envoyer des petits bitmojis comme ça pour se faire sourire. Puis c'est très, très apprécié. Donc, j'en ai mis un petit peu partout dans ma présentation pour justement vous faire sourire, détendre l'atmosphère. Alors, pour une pédagogie active, même à distance, 5 postures à privilégier pour engager vos élèves et amplifier votre confiance. Donc, on va découvrir ensemble 5 postures, mais également 5 outils coup de cœur que je vais vous partager, 5 outils numériques coup de cœur qui ont permis d'adapter l'enseignement justement vers un mode hybride ou un mode 100% à distance.
On s'entend que dans le contexte présentement, dans le contexte de pandémie, les enseignants, les enseignantes ont appris en vitesse accélérée, hein, à enseigner à distance. J'en suis un témoin, je suis le témoin privilégié de cet apprentissage-là, presque quotidiennement. Puis on a vite compris qu'il fallait repenser le design de nos cours, de nos situations d'apprentissage, pour que celles-ci, ben, réellement puissent engager les élèves, OK, et optimiser leurs apprentissages. La pédagogie active, on le sait que c'est efficace en classe. Hum, Ça fait des années que les enseignants, on en entend parler, de mettre l'élève au centre de ses apprentissages, de lui fournir des situations authentiques d'apprentissage. Mais comment faire maintenant pour que notre pédagogie active, ben, elle devienne incontournable à distance? Comment faire pour adapter, pour changer un peu de posture et rendre notre pédagogie active même à distance? Donc, nous allons découvrir ensemble euh, 5 postures à privilégier. Là, en passant, le Bitmoji est assez facile à trouver, hein? Je l'ai mis très gros dans cette diapo-là, mais il y en aura qui sont un peu plus discrets également dans d'autres diapositives. On va ensemble parler cet après-midi. On va être ensemble jusqu'à 15h45. Donc, 15h45, il y aura une période de questions de 15 minutes. Donc, vous pouvez garder vos questions pour la fin ou si vous avez peur de l'oublier, vous pouvez l'écrire dans le chat. Donc, il y a l'équipe de la FAD qui est rassemblée avec moi. Puis, je les remercie en passant de m'appuyer là-dedans. Ils sont là pour récolter vos questions, puis me les partager à la fin de la rencontre, donc vers 15h45, 15h50. OK? Donc, on va parler ensemble d'implication, de collaboration, de rétroaction, de contextualisation et d'interaction. OK? Je n'ai pas fait exprès pour que tous ces beaux mots-là riment, mais je trouve que ça part bien comme ça, l'atelier, nos 5 mots-clés, nos 5 postures. Donc, c'est parti, les amis, avec l'implication. Alors, comment je peux impliquer mon élève dans ses apprentissages à distance, hein? On le sait, impliquer l'élève, c'est le motiver à s'engager dans l'activité. OK? Puis cette motivation-là chez l'élève, on peut lui rattacher 3 leviers ou 3 clés, hein, finalement. Donc, premièrement, le sens de l'activité. Ben, est-ce que ça va être utile? Est-ce que ça va vraiment intéresser l'élève? Est-ce que pour ton élève, c'est important qu'il comprenne cette matière-là ou cette notion-là? Est-ce que ça vaut vraiment la peine que l'élève fasse des efforts pour cette activité-là? Ensuite, on a le sentiment de compétence dans l'activité. Donc, l'élève, est-ce qu'il est vraiment capable de comprendre la matière ou la notion, de réussir cet exercice-là? OK? C'est ici qu'on peut parler du sentiment d'efficacité personnelle. C'est ici qu'on peut parler de la zone proximale de développement de l'élève. OK? Et finalement, ben, la possibilité qu'a l'élève d'influer sur l'activité. Est-ce que l'apprenant aura son mot à dire? Est-ce qu'il peut faire des choix dans l'activité? Est-ce qu'il est possible pour lui de s'exprimer lors de l'activité? OK? Donc, comment je fais pour motiver, comment je fais pour engager mes élèves à distance quand j'amorce une séquence d'apprentissage, une séquence d'enseignement-apprentissage, j'utilise un de mes outils coup de cœur qui s'appelle Edpuzzle. Edpuzzle permet justement d'impliquer l'élève dans l'écoute active de capsules vidéo. On sait qu'à distance, les capsules vidéo sont souvent utilisées, hein, que ce soit dans un contexte de classe inversée, de classe hybride, 100% à distance comme ça pendant 14 jours parce que on est, confinement oblige. Donc, voilà, beaucoup d'enseignants se sont mis soit à faire des capsules vidéo ou à aller chercher des capsules qui sont extrêmement bien faites sur le site d'AlloProf, par exemple, ou sur le récit Univers social, capsule que j'adore. Eh bien, on peut ajouter une touche d'interactivité à ces capsules-là,
grâce à un outil qui s'appelle Edpuzzle. Je vous ai fait une capture d'écran. Hein, vous voyez, donc à partir d'une capsule ici d'AlloProf, je peux comme ça ajouter des dispositifs interactifs de questionnement, OK? Pour justement impliquer mon élève dans une écoute active, avec des choix multiples, des questions ouvertes, ou je peux même écrire ou enregistrer des notes audio pendant la dite vidéo pour justement garder le lien avec mon élève, pour l'impliquer dans son apprentissage et pour qu'il reste motivé, OK, à s'engager tout au long de ma séquence. Donc, pour moi, c'est l'outil tout désigné pour démarrer ma séquence d'apprentissage, qu'elle soit à distance ou en classe. Donc, j'utilise Edpuzzle dans ce contexte-là. OK? Donc, les élèves demeurent très motivés, répondre aux questions à choix multiples, questions ouvertes que moi j'adore pour récolter ou recueillir comme ça les conceptions antérieures de mes élèves. Ensuite, j'ai accès à un tableau de bord dans Edpuzzle pour venir lire toutes les réponses de mes élèves, leur envoyer de la rétroaction également suite à l'écoute de cette vidéo-là. Donc, un outil coup de cœur pour moi. Ceux et celles qui veulent noter, là, le nom de la plateforme, c'est edpuzzle.com. C'est le nom du site web. Je vais enchaîner avec ma deuxième posture, finalement, ma deuxième clé pour mon enseignement actif, même à distance, c'est la collaboration. OK? Donc, concrètement, quel levier, moi, j'ai comme enseignant à distance pour faire, collaborer mes élèves, hein? On le sait, la collaboration, c'est au cœur du processus d'apprentissage. OK? Je ne sais pas si vous avez trouvé mon petit Bitmoji dans cette page-là. Lui, il est un petit peu plus discret. OK, je l'ai mis un peu plus petit pour que vous le cherchiez un peu plus. Donc, il y a quatre points d'action qui sont complémentaires quand on vient à parler de collaboration. 4 points où le prof peut agir. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut gérer la composition des groupes. OK? Puis moi, j'aurais tendance à dire des sous-groupes. À distance, être devant 25, 30, 40 élèves dans une salle virtuelle, hein, sur Zoom, sur Teams, sur Classroom, ce n'est pas évident, OK, d'avoir des interactions qui sont significatives avec chaque élève. Donc, je priorise la création de sous-groupes, donc de breakout rooms, hein, des salles de dérivation en français, autant dans Teams, dans Zoom ou dans Google Classroom, pour que mes élèves puissent comme ça discuter, échanger, collaborer, communiquer en sous-groupe de travail. OK? Des sous-groupes de 3, 4, 5 élèves maximum. OK? Ensuite, c'est important que dans ces sous-groupes-là, il y ait une notion d'interdépendance et de responsabilité individuelle. OK? Donc, ce qui veut dire que c'est important de définir une activité justement de groupe où le succès d'un élève augmente les chances de succès des autres. OK? Et qu'il ne puisse pas être atteint sans le travail de tous. OK? Donc, on parle comme ça de tâches collaboratives. OK? Ensuite, bien sûr, fournir des outils de gestion du groupe. Donc, il y a plusieurs outils ou façons qu'on peut avoir. La clarification des attentes, hein, c'est bien, bien important pour chacun. Il y en a même des profs que j'ai vus qui font des contrats de groupe ou des contrats d'équipe, justement, qui reprend les attentes et objectifs de chaque membre pour que l'activité se passe le mieux possible. Ça peut être également une bonne idée d'avoir des rôles dans l'équipe. OK? Gardien du temps, le secrétaire, le leader, etc., à l'intérieur d'une équipe pour que chacun sache quoi faire. OK? Donc, ça va favoriser la qualité des interactions et la qualité, finalement, du travail à produire. OK? Quatrième point d'action, c'est la coopération, bien sûr, hein, au cœur des objectifs d'apprentissage.
Puis ça nécessite de verbaliser explicitement les valeurs portées par la coopération. Donc, le respect, l'entraide, le partage, OK, au sein des équipes de travail. Des fois, les élèves vont vouloir se placer entre eux par affinité, hein. C'est correct de les laisser faire leurs propres équipes. Moi, je préfère toujours, bon, au début, comme ça, je forme les équipes de travail. Puis quand la confiance augmente, tout ça, on est plus à l'aise, le lien est plus établi avec nos élèves. Peut-être que là, on peut les laisser comme ça, eux-mêmes faire leurs équipes, mais il ne faut pas oublier que les valeurs justement de respect, d'entraide, de partage sont super importantes. Puis un outil, ben, mon outil coup de cœur, celui que j'utilise souvent, autant dans un contexte d'enseignement qu'un contexte professionnel entre mes collègues, c'est Padlet. C'est vraiment mon outil préféré, mon outil coup de cœur qui permet cette collaboration-là de la façon la plus facile qu'il n'y a pas. Donc, on pourrait être dans des petites salles entre élèves ensemble, puis on aurait un document collaboratif comme ça, à l'écran. Un des élèves pourrait partager son écran, puis on pourrait interagir tout le monde ensemble de l'équipe sur un document Padlet comme ça. Ça, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est le mode que moi je préfère, le mode colonne. Un prof, par exemple, pourrait lancer ses élèves en travail de recherche. Chaque équipe aurait sa colonne en particulier. Donc, en même temps, tu vois aussi le travail des autres équipes prendre forme. Le prof, bien sûr, voit tout ça en temps réel. Donc, ça peut être bien intéressant comme outil Padlet, autant en synchrone, donc tout le monde en même temps. On vit ça dans notre conférence, ou en asynchrone, où les élèves auraient à ajouter de l'information directement dans leur colonne au moment où ils auraient le temps de le faire. Il en existe plein, hein, des outils collaboratifs, des murs virtuels comme ça, collaboratifs, mais c'est lui que moi, personnellement, je préfère et que je voulais vous présenter cet après-midi. J'espère que ça va toujours de votre côté. On est rendu déjà à notre troisième posture, qui est la rétroaction. Vous avez peut-être remarqué le petit bitmoji qui est caché également. La rétroaction, je me suis inspiré de mes amis chez Cadre 21. Je pense qu'il y a M. Cool qui est dans la salle. Je vous salue au passage. La rétroaction, alors quel impact la rétroaction pourrait-elle avoir sur l'engagement et la motivation des apprenants, hein? La rétroaction est un des facteurs des réussites, hein, les plus hauts, hein, selon l'échelle de John Hattie. Ça fait partie de l'effet enseignant, hein. La rétroaction, on en donne quand? Bien, on peut en donner constamment à nos élèves. Une rétroaction qui sera utile, spécifique et bienveillante, hein? Donc, USB pour le retenir. On s'en sert pour motiver et bien sûr aider à l'apprentissage. Donc, inspiré de la formation de cadre 21, ici, les 3 essentiels pour une rétroaction efficace, bien sûr, faire un commentaire positif sur la production, okay? Situer l'apprenant dans ses apprentissages et suggérer des pistes d'amélioration. Alors, la rétroaction permet bien sûr d'indiquer à l'apprenant où il se situe dans ses apprentissages, ce qui pourra l'aider à progresser, bien sûr. La rétroaction prend la forme d'une communication qui regroupe les forces, les défis identifiés par l'enseignant, okay, par rapport à une tâche ou un travail qui a été demandé. Bien sûr, l'utilisation ici de la technologie permet de varier le format de la communication et vraiment l'outil. Si j'en avais un là, à vous suggérer, si vous aviez un outil à retenir de cet atelier, de cette présentation-là, ça serait Flipgrid. Moi, c'est mon coup de cœur numéro 1 depuis maintenant 2 ans. Un outil qui, d'une part, sert à documenter les apprentissages, mais d'autre part, sert à fournir une rétroaction USB, utile, spécifique, bienveillante, sous format vidéo, audio ou écrit. Je vous ai mis quelques petites captures d'écran pour que vous puissiez voir. Ça, c'est en mode élève. Okay? Quand l'enseignant va aller produire sur Flipgrid, on appelle ça un topic.
Donc, un objet d'apprentissage, un défi, une discussion qu'il veut entamer avec ses élèves. OK? Il va créer un topic comme ça, avec les consignes. Il peut même avoir une petite vidéo, comme vous voyez à l'écran, une petite vidéo de moi qui était là pour faire sourire, mais motiver mes participants à s'engager dans la tâche. OK? Puis ensuite, ben, l'élève n'a qu'à s'enregistrer pour justement nous dire où il en est dans son processus d'apprentissage. Flipgrid, pour moi, est très utile en fin de séquence d'apprentissage. Je veux transférer mes apprentissages, je veux réinvestir mes nouveaux acquis dans un autre contexte. Ben, je vais me servir de Flipgrid pour que mon élève me parle. OK? C'est donner une voix, VOIX, mais aussi VOIE, aux élèves, même les plus discrets. Donc, ceux et celles qui ne sont pas très, très à l'aise avec cette communication orale-là vont adorer Flipgrid, que ce soit avec la caméra ou sans la caméra. Donc, on peut y aller en mode micro seulement également. Puis, on vient reprendre des dispositifs que les jeunes aiment beaucoup dans la vidéo créative. Des dispositifs qu'ils connaissent dans, par exemple, TikTok, Snapchat, Instagram. Hein, les jeunes sont là-dessus, aiment s'envoyer de la vidéo. Donc, ici, on reprend un peu ces dispositifs-là de réseaux sociaux paramétrés, sécurisés par l'enseignant. On vient créer une petite communauté d'apprentissage. Donc, le sentiment d'appartenance est très fort quand on utilise Flipgrid à distance. Ça permet de garder ce lien-là, ce contact-là avec notre classe. La deuxième capture d'écran que j'ai fait pour vous, c'est un peu le modèle quand vient le temps de donner cette rétroaction-là à nos élèves. OK? Donc, je peux enregistrer. Donc, tout au haut de l'écran, vous ne le voyez pas, mais c'était la vidéo de mon élève. Ensuite, moi, pour lui donner ma rétroaction USB, je vais m'enregistrer. Ma voix seulement ou avec la caméra. Ensuite, j'ai ma petite correction, ma petite grille ici qui était déjà annexée. J'avais choisi 2 critères. Je peux mettre mes points. Je peux même écrire un petit texte si je le veux et envoyer un lien à mon élève pour qu'il reçoive en privé cette rétroaction-là. Donc, un outil super efficace. La plateforme, c'est flipgrid.com. Okay? Donc, permet de documenter les apprentissages, okay? D'impliquer les élèves, de motiver vos élèves dans une tâche et, d'autre part, permet cette rétroaction-là. Okay? Super efficacement. Donc, voilà pour Flipgrid. Quatrième, déjà rendu à notre quatrième posture, notre quatrième clé de l'enseignement actif, même à distance, c'est la contextualisation. Okay? Donc, comment accompagner l'élève dans un apprentissage contextualisé. Vous avez sûrement vu mon petit Bitmoji, il est assez visible, celui-là. Alors, je vais proposer aux élèves des tâches qui seront authentiques, okay? Des tâches qui vont se rapprocher de leur quotidien, de ce qu'ils vivent, entre guillemets, dans la vraie vie, okay? Pour donner du sens. Okay? Alors, il y a 2 éléments importants qui caractérisent le contexte d'apprentissage. D'une part, bien sûr, on va tenir compte du niveau de l'élève. Okay? Donc, je vais jauger la complexité de mon activité d'apprentissage pour que l'élève ne soit pas initialement capable tout seul de réaliser la tâche, okay? Mais que ce soit possible avec du soutien dans la démarche. Okay? On parle de la zone proximale de développement. Et en deuxième lieu, ben, je vais développer des activités d'apprentissage qui sont authentiques. Okay? Donc, contextualisation. Donc, la matière est ancrée dans un contexte simulant, applicable, okay, et proche, bien sûr, de la réalité de mon élève. Ça permet de donner du sens, de développer un apprentissage stable. Ensuite, après la contextualisation, c'est la décontextualisation. Donc, je vais aider l'élève à comprendre les caractéristiques qui ne changent pas, qui sont invariables dans l'apprentissage, puis l'amener à réfléchir à des potentielles applications dans d'autres contextes. Donc, comment je pourrais transférer ces apprentissages-là pour finalement recontextualiser. Donc, je vais expérimenter l'application de mes nouveaux apprentissages dans divers
contexte. OK? Bien sûr, permet de voir justement, d'affiner mon niveau de compréhension que j'ai développé au courant de tout au long de ma séquence d'enseignement. Puis il y a un outil que j'aime et que j'ai le privilège de créer, de participer à la création. Comme je vous ai dit d'entrée de jeu, hein, c'est moi le rédacteur en chef des guides pédagogiques Scoop. Puis je ne vous en ai pas parlé plus que ça parce que je voulais attendre ici au point 4 pour vous en parler de Scoop. Scoop, à l'école branchée, c'est un peu comme mon petit bébé. J'aime l'appeler comme ça. Toutes les semaines, je crée donc des guides pédagogiques qui tirent profit de l'actualité, OK? Pour que les élèves du primaire et du secondaire puissent développer leurs compétences disciplinaires et numériques. OK? Ce sont souvent des guides qui sont clés en main pour les enseignants. On va partir d'un élément de l'actualité, OK? De quelque chose qui intéresse les jeunes. Par exemple, vous voyez à l'écran le dernier guide qui a paru, c'est sur le mois de l'histoire des Noirs au Canada, donc février, qui est le mois de l'histoire des Noirs au Canada. Donc, on part d'un élément factuel, d'un élément d'actualité, et on fait vivre à nos élèves 3 activités pour justement les rendre actifs dans leurs apprentissages. Et je réutilise des applications que je vous ai parlé aujourd'hui, donc Edpuzzle, Learning Apps que vous connaissez peut-être pour venir comme ça se pratiquer, faire des exercices interactifs et finalement Flipgrid. Donc, j'utilise ces 3 applications-là pour créer mes séquences d'apprentissage actif, que ce soit en classe ou à distance. Vous pouvez utiliser cette ressource-là, Scoop, des guides pédagogiques comme ça qui sont classés par discipline scolaire, qui s'adressent, comme je vous l'ai dit, au primaire et au secondaire. Puis vous êtes sûr d'en avoir au moins un nouveau par semaine qui va parler d'un événement qui a eu lieu dans la semaine. Donc, c'est un très beau prétexte pour que nos élèves puissent discuter de sujets comme ça d'actualité pour parfaire leurs connaissances générales et bien sûr développer leurs compétences disciplinaires et numériques. Donc, les guides Scoop, si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus, se retrouvent sur le site écolebranchée.com dans la section Scoop. Ça va super bien. On arrive déjà à notre 5e posture. Donc, puis 5e et non la moindre, j'aurais pu la mettre en premier. Hein. Il n'y a pas vraiment d'ordre précis dans mes 5 points. OK? C'est interchangeable tout ça, mais l'interaction, selon moi, c'est quelque chose. Si j'en avais un à choisir là-dedans, là, que je mettrais en haut de ma liste d'importance, disons-le comme ça, pour justement que le lien puisse être maintenu à distance. Hein? À l'école branchée, on aime dire que les défis comme ça de l'enseignement à distance sont d'abord humains et relationnels. Donc, à la base, s'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas de contact, s'il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'apprentissage. Okay? Donc, comment stimuler ces interactions-là et maintenir le lien avec nos élèves, même à distance? Okay? Je vous ai écrit que la qualité des interactions est un levier essentiel de l'engagement et de l'apprentissage de l'élève. Alors, je veux maintenir le lien avec mes apprenants pour justement soutenir l'apprentissage. Okay? Donc, comment je fais à distance pour maintenir ce lien-là? Ça peut être aussi simple que demander aux élèves comment ils vont. Okay? C'est la question la plus facile à demander, mais qui est tellement importante. Okay? Comment ça va? Puis j'aurais aimé ça vous le demander tantôt à chacun d'entre vous. Comment allez-vous cet après-midi? Okay? Donc, on garde le lien comme ça, on s'adresse à chacun d'entre eux. Okay? C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais des sous-groupes de travail. Ça peut être super pertinent de créer des sous-groupes et d'aller voir ces sous-groupes-là, un par un, puis demander à avoir un moment privilégié avec chacun de vos élèves pour justement établir cet environnement-là qui soit le plus sécurisant
possible pour eux, hein. Le seul contact qu'ils peuvent avoir avec leurs enseignants ou avec des gens de leur entourage, leurs amis, ben, c'est souvent seulement par ordinateur interposé. Donc, 2 caméras qui se voient. Euh, J'aime beaucoup quand les élèves ouvrent leur caméra, hein, bien sûr, puis les participants aussi de des formations que je donne. Puis ça demeure un enjeu, hein, la caméra ouverte et fermée. Euh, mais avouez que ça fait tellement du bien tu sais, dans ce contexte si particulier d'avoir plein de beaux visages comme ça qui nous sourissent et qui ont l'air bien. Donc, juste demander en premier lieu comment ça va. Déjà là, on a une belle étape de fait pour maintenir ce lien-là avec nos élèves. OK? Donc, euh, c'est important d'être, comme je disais, d'être attentif au volet relationnel de l'enseignement. Donc, la capacité d'écoute, OK, de réponse aux besoins du prof. Capacité à régler aussi les problèmes qu'il peut avoir. Parce que oui, même si on est à distance, quand on est en visioconférence avec nos élèves, ben, il peut y avoir des problèmes et des inconforts qui arrivent. Donc, être attentif à tout cela. Mais ça demande aussi, on est en changement de posture, hein. Donc, pour l'enseignant également, ce n'est pas toujours évident de savoir comment se positionner dans ce nouveau rôle-là, hein, d'accompagnateur à distance. Ensuite, comment je fais pour soutenir ben, l'apprentissage de mes élèves à distance? Tout à l'heure, hein, je vous parlais de rétroaction. Donc, on fournit des rétroactions qui sont régulières à l'élève. On va se servir de moments d'échange pour développer la compréhension et l'apprentissage. Puis, tout au long aussi de mes séquences d'apprentissage, je m'arrange pour prévoir des moments pour se questionner, débattre, critiquer, évaluer les contenus enseignés. Okay? Donc, bien sûr, l'enseignement synchrone est à privilégier dans un contexte où je veux maintenir le lien avec mes élèves, où je veux un maximum d'interaction. Okay? On s'entend. On s'entend là-dessus. Quel outil va me permettre justement d'augmenter ces interactions-là? Un que j'aime beaucoup, il s'appelle WooClap. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler. C'est de plus en plus connu au Québec, au Canada, là, dans notre contexte qu'on connaît présentement. Très populaire en Belgique, d'où WooClap vient d'Europe. Moi, depuis que je l'ai découvert, personnellement, ça remplace les autres outils interactifs de questions que je peux avoir, tels que les Quizzes ou Quizlet ou Kahoot de ce monde. WooClap, je vous ai mis des petites captures d'écran ici. Pourquoi je l'aime, lui, plus qu'un autre? C'est dans sa variété de questions qu'il m'offre. Okay? Plus d'une vingtaine de choix différents comme ça pour interagir avec mes élèves. Okay? Puis il y a le mode synchrone, mais il y a aussi le mode asynchrone. Donc, je peux envoyer des questionnaires à mes élèves à des moments convenus. Donc, je pourrais me servir de WooClap justement pour évaluer mes élèves, okay? Grâce à des questions choix multiples, des questions ouvertes. Il y a des nuages de mots, appariement, priorisation, classement. Vous envoyez plus d'une vingtaine différentes. WooClap, c'est moi un de mes outils, je vous dirais, coup de cœur pour cette optique-là d'interaction, d'échange entre mes élèves. Donc, je peux démarrer un quiz sur WooClap quand je suis en visioconférence avec eux, puis on fait le quiz ensemble. Donc, je pose les questions. Ça me permet d'avoir du temps également entre les questions pour débattre, critiquer comme ça. Les élèves ont le droit de donner leur point de vue, de questionner suite aux réponses recueillies. Donc, puis c'est vraiment, je pense, l'outil tout désigné également pour le feedback. Donc, le feedback instantané ou presque que peut permettre les dispositifs qui sont dans WooClap. Alors, wooclap.com, c'est le nom de la plateforme. Donc, je vous ai fait découvrir avec mes 5 postures, 5 outils. Donc, je répète mes 5 outils. Donc, il y avait Edpuzzle que je vous ai parlé pour amorcer la séquence d'apprentissage.
Donc, une petite vidéo, une capsule qu'on peut trouver sur Internet, sur le site d'AlloProf, par exemple. On va venir y créer des dispositifs interactifs de questionnement pour amorcer notre séquence. OK? Pour qu'on puisse, pour que les élèves puissent s'impliquer dès les premières secondes directement dans leurs tâches, faire une écoute active, OK, de la vidéo. Ensuite, mon deuxième outil que je vous ai présenté, c'était Padlet, donc mon outil collaboratif qui me permet comme ça de recueillir, de récolter plusieurs ressources, plusieurs médias directement sur un mur virtuel collaboratif. Donc ça, c'est mon deuxième outil coup de cœur. Je vous ai parlé de Flipgrid, qui était mon top 1, si je peux le nommer ainsi, qui me permet de documenter les apprentissages de mes élèves sous format vidéo, mais surtout d'assurer une rétroaction USB, utile, spécifique, bienveillante auprès de mes élèves. Je vous ai parlé bien sûr des guides pédagogiques Scoop que j'utilise, qui vous proposent des tâches authentiques pour donner du sens à vos situations d'apprentissage. Et finalement, WooClap pour permettre cette interaction-là avec les élèves grâce à un système de questionnement. Donc, comme vous voyez à l'écran, plusieurs sortes de questionnements possibles avec WooClap. Ça a passé super, super rapidement. On va avoir plus de temps pour les questions. Je trouve ça super chouette. Je vous remercie beaucoup de l'écoute, d'avoir été présent, là. J'ai perdu le fil de combien on était. 223 participants, 223 fois. Merci beaucoup. Puis ça va laisser plus de temps pour qu'on puisse ensemble discuter. Si vous avez des questions, ça me fera extrêmement plaisir d'y répondre. Des commentaires également. Vous pourrez tout à l'heure vous exprimer. Je vous ai mis à l'écran le site écolebranchée.com où vous allez retrouver les guides pédagogiques Scoop, également l'offre de formation, donc des créacamps que nous offrons à l'École branchée, entre autres sur l'enseignement à distance. Et une formation très populaire ces temps-ci qui sont les 5 facteurs de réussite, justement, pour ce basculement à l'école, à l'enseignement à distance. Et aussi sur les outils que je vous ai présentés, les outils numériques que je vous ai présentés aujourd'hui. Je donne également de la formation là-dessus sur mes outils coup de cœur pour un enseignement hybride ou à distance. Je vous ai mis mon Twitter si vous voulez me suivre et mon adresse courriel. Si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas. Ça me fera extrêmement plaisir de continuer les discussions avec vous. Avant de vous laisser la parole, je vous ai mis des ressources qui m'ont inspiré dans mes recherches, des ressources que moi j'adore. Donc, vous aurez accès dans le chat à ma présentation. Ces 4 ressources-là, vous pouvez cliquer dessus. Donc, Oser la pédagogie active, 4 clés pour accompagner les étudiants dans leur activation pédagogique. Deuxième ressource que j'adore, la pédagogie active à distance vécue par les enseignants de Sainte-Anne. Si vous n'avez pas vu ça passer sur les réseaux sociaux, là, vous cliquerez là-dessus. C'est 18 pages de faits vécus. OK? Donc, à partir du changement, de la redéfinition un peu de leurs tâches, les profs de Sainte-Anne se sont arrêtés et ont réfléchi à comment ils pourraient engager leurs élèves à distance. Allez voir ça. C'est plein de beaux témoignages, plein de beaux outils qui sont proposés également, des trucs super concrets. Je vous partage également 100 fiches pour faire de la pédagogie active, donc 100 activités qui vous sont détaillées, comment je peux me placer justement dans cette posture-là de pédagogie active, donc plein d'idées. Et finalement, un autre article théorique, pédagogie active du regroupement ProfWeb que vous connaissez probablement. Voilà, un énorme merci pour votre écoute, votre participation. J'espère avoir la chance de poursuivre cette belle discussion-là dans les 20 minutes restantes. Voilà pour moi. Merci beaucoup.
À toi la parole. Je ne sais pas si c'est Karine qui va reprendre la parole. C'est moi, Maxime, qui va reprendre la parole. J'ai demandé là, de te poser des questions, de reprendre des questions qui ont eu lieu dans le module questions-réponses. La première question est en lien un peu avec ton introduction. On pose la question de savoir, est-ce qu'ils sont payants, les créacans? Donc, ça a soulevé de l'intérêt. Les créacans, donc les formations que l'on offre à l'école branchée, oui, absolument. Donc, il y a diverses formules. On a une formule 60 minutes où vous pouvez vous inscrire. C'est pendant les soirs de semaine. On en a donné 30 des créacans comme ça. On appelle ça des créacans de découverte spéciales 60 minutes d'inspiration. Il y en a toutes les semaines encore pendant l'hiver et le printemps. Puis on a la formule sur mesure, donc 3 heures ou 6 heures qu'on offre directement pour votre milieu scolaire, ou la formule sprint. Donc, on est rendu avec 3 formules, là. Formule sprint sur inscription. On a vécu un la semaine dernière, justement, vendredi dernier. On avait 95 personnes avec nous qui ont vécu cette formule sprint-là. On a divers thèmes. Vous pouvez vous y inscrire. Mais pour répondre à la question, oui, effectivement, c'est une formule qui est payante. Merci. Pour les créacans. Tout au long de la présentation, là, chacun des outils qui ont été présentés ont suscité beaucoup de commentaires et de questions. Donc, il y a Véronique Gagnon qui demande, entre autres, si une version gratuite de Edpuzzle suffit là, pour ce qui a été présenté aujourd'hui dans l'atelier. C'est une excellente question. Merci beaucoup. Premièrement, jusqu'en juin. Puis je pourrais vous partager le lien dans le chat. Vous avez accès à Edpuzzle en version pro, gratuitement. OK? Donc, on voit qu'il y a beaucoup de plateformes qui font ça, qui mettent leurs produits comme ça gratuits, dû au contexte un peu particulier. Personnellement, j'utilise la version gratuite déjà depuis plusieurs années. Ça me convient. C'est sûr qu'on est limité à environ 20 vidéos à la fois sur la plateforme. Si on veut ajouter de la vidéo, donc c'est comme un système de référence entre enseignants. Donc, si je référence un enseignant, j'ai le droit à 3 vidéos de plus sur ma plateforme. Mais de plus en plus de milieux scolaires choisissent de s'abonner à Edpuzzle dû au contexte. Donc, pour une utilisation, je vous dirais périodique, de temps en temps comme ça, la version gratuite suffit amplement. Mais si on a des idées de grandeur, des idées de classe inversée ou d'enseignement à distance de façon assez soutenue, pour répondre bien à la question de Véronique, je suggérerais, oui, l'abonnement. Puis vous pouvez l'essayer tout à fait gratuitement. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà mis le lien dans le chat pour Edpuzzle. Sinon, je pourrais vous le transférer là, tantôt, le lien pour s'inscrire en version gratuite. Mais c'est la version pro, gratuite jusqu'à la fin de l'année. Donc, voilà. Merci, Véronique, pour ta question. Il y a une participante qui demande, est-ce que tu fais une différence entre collaboration et coopération en termes d'approche pédagogique? Oui, je ferais une différence entre les deux. Ça n'implique pas les mêmes. En fait, collaboration, je trouve que ça implique plusieurs compétences transversales, je vais les appeler comme ça, pour justement être en mesure de bien collaborer avec mon équipe. Puis dans une approche plus de coopération, c'est là où j'ai l'impression, puis vous pourrez peut-être me reprendre s'il y a des chercheurs qui sont avec nous et qui se sont penchés sur le sujet. Mais quand je suis dans un mode comme ça, coopératif, c'est là que oui, je vais avoir un rôle précis à faire, donc dans mon équipe, mais j'aurais peut-être moins de compétences comme ça transversales qui vont entrer en ligne de compte. Donc, dans ma coopération, j'ai vraiment un rôle à utiliser, donc un rôle défini dans mon équipe. Puis pour la collaboration, j'ai l'impression qu'on est plus dans une optique au sens large où, comme ça, j'aurais peut-être plusieurs chapeaux à mettre pour réaliser une tâche. Mais s'il y en a qui se sont penchés sur la question, là, ça me fera vraiment plaisir d'écouter également vos distinctions entre les deux. Ou si vous voulez nous en parler dans la conversation, ça me fera un grand plaisir de vous lire là-dessus. Ne t'as pas t'inquiéter, il y a beaucoup de questions. Je laisse la place à Valérie pour une autre question. On a une autre question à propos d'un autre type d'outil. Donc, qu'est-ce qui distingue Padlet, Miro et Mural?
je ne connais pas Mural, je connais Miro, puis je connais Padlet. Mural, c'est M-U-R-A-L, c'est ça? C'est comme ça que l'écrit? OK. Il en existe tellement beaucoup des applications, des murs collaboratifs virtuels, puis chacun essaie un peu de tirer son épingle du jeu. Pour ceux et celles qui connaissent bien Padlet, ben maintenant, dans Padlet, tu peux même faire des lignes du temps. Tu as des cartes aussi géographiques. Donc, il ajoute comme ça à chaque fois des nouveaux aspects. OK? Ce qui ressemble, donc la ressemblance entre tout ça, c'est l'aspect collaboratif. OK? Donc, je peux interagir à plusieurs sur une même page. Par exemple, moi, Miro, je m'en servais beaucoup pour les schémas conceptuels. OK? Les cartes graphiques comme ça, les mind maps que je venais créer sur Miro. Mais on pourrait aussi se servir de Miro pour le. J'aime bien leur petit système avec les post-it pour venir s'en servir. Donc, c'est vraiment selon avec quoi on est à l'aise. On n'a pas à réapprendre ou à se réapproprier un nouvel outil. Moi, Padlet, j'utilise depuis des années. Puis j'aime qu'il soit très bien classé comme ça avec les colonnes. Mais il en existe une variété énorme. Si vous utilisez, par exemple, la suite Google Classroom, ben, un Jamboard va faire presque la même job qu'un Padlet. Puis Padlet, il y en a qui l'aiment moins parce que c'est rendu payant. Au bout de 3 créations, mais moi, ce que j'aime, c'est les accumuler. Ça, tu peux en accumuler le nombre que tu veux, des Padlets que les gens vont créer. Donc, moi, c'est ce que je préfère avec cet outil-là, mais c'est vraiment selon avec quoi on est à l'aise finalement. Ils ont tous leur petite distinction. Donc, voilà. Lorsque tu as abordé, Maxime, la question de Flipgrid, il y a une intervenante qui soulignait qu'elle avait accès uniquement à la version en anglais, ce qui peut être un petit peu problématique pour certains élèves. Il me semble que j'ai vu que quand tu peux jouer dans ton profil et choisir une langue. Est-ce que je me trompe? En fait, dans Flipgrid, l'interface de base est en anglais. Donc, le prof, lui, quand il va venir créer ses topics, là, je vais le dire entre guillemets, c'est en anglais. Mais petit truc, dans Google Chrome ou dans Edge, Microsoft Edge, tu peux traduire ta page. Dans Firefox aussi. Donc, traduisez votre page en français si c'est un enjeu que ce soit en anglais. Puis tout ce que vous allez écrire pour vos élèves, bien sûr, ce sera dans la langue dans laquelle vous enseignez. Donc, le topic, ben moi, je l'écris en français parce que j'enseigne en français. Vous êtes un enseignant d'anglais, vous allez l'écrire en anglais. Donc, il n'y a pas un souci, ce n'est pas un enjeu pour l'élève parce que l'élève n'a pas à utiliser toute l'interface comme le prof va l'utiliser. L'élève n'a qu'à cliquer sur le bouton S'enregistrer, puis à partir de là, va utiliser les fonctions de sa caméra pour justement communiquer avec sa classe ou avec son enseignant. Donc, l'enjeu de la langue est, selon moi, plus pour l'enseignant lui-même que pour les apprenants. Je pense que la cavalerie est arrivée. Donc, on a des copains de chez École Branchée qui se sont joints à nous dans les panélistes. Donc, si vous avez le goût d'ouvrir votre caméra. C'est pour répondre aux questions dans le question-réponse, Martin. Ça fait que c'est correct. Parfait. On poursuit, Valérie? Oui, il y a Bruno Polubert qui posait une question. Je crois que c'était également en lien avec Flipgrid. Est-ce que vous pouvez faire une vidéo capture d'écran pour donner le feedback, entre parenthèses, capture d'écran du travail de l'élève avec commentaire audio? Absolument. En fait, dans Flipgrid, tu pourrais prendre, si déjà tu as le travail de l'élève sur ton ordinateur, donc tu peux enregistrer, il y a une fonction pour enregistrer son écran. Donc, on pourrait enregistrer notre écran pendant qu'on est en train de corriger la copie de l'élève. Si tu veux le faire avec un stylet, par exemple, sur ton iPad, tu pars l'enregistrement, puis donc l'élève va voir sa copie se faire corriger en temps réel, va en plus entendre son enseignant dire les commentaires en temps réel, puis ensuite tu peux lui envoyer ça sous format vidéo, absolument. Assez facilement, oui. Donc, il y a vraiment l'option dans la caméra, là, je pense que c'était Bruno qui avait cette question-là. Il y a vraiment l'option d'enregistrement d'écran directement dans Flipgrid. Alors, voilà. C'est vraiment un bel outil à découvrir. Vraiment, là, ceux et celles qui ne le connaissent pas et qui cherchent
quelque chose, une façon de maintenir ce lien-là, une façon originale de faire communiquer vos élèves. Puis, peu importe dans quelle discipline vous enseignez, ça peut être pour résoudre un problème en maths, ça peut être pour vous partager un résumé d'un roman, ça peut être pour vous expliquer une formule chimique. Donc, il n'y a pas de limite, sauf votre imagination quand on utilise Flipgrid. Merci, Voilà. Maxime. Quand tu présentais Scoop dans la 4e posture, Ouais. Madame Tremblay aimerait que tu précises quel sens que tu donnes exactement à activité d'apprentissage authentique. OK, donc une activité d'apprentissage authentique, c'est vraiment quelque chose qui va être le plus proche possible de ce que les élèves vivent dans leur contexte. Donc, l'authenticité, selon moi, là, dans ce contexte-là, va se rapprocher justement de la vraie vie, entre guillemets. OK? Je veux que mes activités d'apprentissage soient reliées avec ce que les jeunes entendent ou voient, par exemple, dans les médias. S'ils vont, je ne sais pas, moi, sont sur leurs réseaux sociaux, il y a plein de choses qu'ils voient passer sur les réseaux sociaux. Donc, une activité, une situation authentique va me permettre de faire de l'éducation aux médias. Donc, Scoop permet ça, hein, de faire de l'éducation aux médias. Et bien sûr, de me rapprocher le plus près possible de la réalité et du contexte de mes élèves. Donc, c'est de ça dont je veux parler quand je parle de situations qui sont authentiques. Merci. On avait une question de Jaco là, qui demande quels sont tes outils de choix et pourquoi pour favoriser encore plus la collaboration, l'interaction, etc. entre les enseignants. Est-ce que c'est la même logique qu'avec les élèves? Bien, absolument. Moi, je demeure dans cette logique-là. Et on n'a pas à réapprendre d'autres outils pour interagir, collaborer, communiquer avec les enseignants, entre enseignants ou entre élèves. On a la chance d'avoir des plateformes qui sont assez complètes, autant chez Microsoft que chez Google, hein. C'est souvent les deux entités qui ont été choisies par les centres de services scolaires. Donc, si tu utilises Office 365, ben, Teams en particulier. Donc, moi, j'incite, puis quand je forme les profs, ben, je dis, tu sais, tous les contextes sont bons pour te pratiquer dans Teams. Faites vos assemblées générales de profs dans Teams. Faites-vous des équipes de profs pour communiquer entre vous, pour vous partager les documents, pour collaborer à l'intérieur d'un même document. Faites toujours ça dans Teams. Vous le faites déjà avec les élèves. Donc, continuez dans cette même veine-là. Même chose pour ceux et celles qui utilisent Google Classroom. Il ne faut pas apprendre en double ou dédoubler justement ces nouveaux apprentissages-là. C'est déjà quelque chose qui est assez ardu. Ce qu'on fait, je pense que la courbe d'apprentissage là, est très, très, très élevée présentement. Là. Notre courbe de progression, c'est incroyable tout ce qui s'est passé dans les 12 derniers mois. Donc, on se concentre sur un minimum d'outils, mais qui va nous assurer un maximum de rendu, donc un maximum de collaboration et de communication. Puis on est quand même bien avec les deux plateformes principales que je vous ai nommées, là, autant Teams que Google Classroom. Donc non, on n'a pas à réapprendre d'autres outils entre enseignants. Moi, il faut marcher dans les mêmes pas que ce qu'on fait avec nos élèves. Merci, M. Jacques, pour votre question. Il y a la 5e posture avec WooClap a provoqué plusieurs questions. La première, on te demande de savoir c'est quoi la plus-value de WooClap comparativement à Mentimeter. OK. Ben, dans WooClap, ben, premièrement, WooClap te permet tout à fait gratuitement, hein, pour les enseignants du primaire, secondaire, OK, d'avoir accès à un nombre illimité de questions, ce qui n'est pas le cas de Mentimeter. Là, on est limité à 2, mais tu peux faire plusieurs slides différents. Non, en fait, c'est 2 slides et plusieurs projets différents. Dans WooClap, tu peux avoir un nombre illimité comme ça de slides ou de questions à l'intérieur même du même questionnaire. Moi, ce que j'aime beaucoup de WooClap, c'est aussi sa possibilité d'être en mode asynchrone, donc d'envoyer
des questionnaires aux élèves qui peuvent répondre un peu finalement quand ils le veulent. C'est aussi la capacité de WooClap à avoir une très grande variété de questions à l'intérieur. Donc, on a plus de 20 interactions différentes possibles. Mentimeter, l'interface, si je ne me trompe pas, est en anglais. Je pense qu'il n'y a pas de version française. WooClap, tu as un grand choix de langues, dont le français. Il y a Laurie qui vient nous. Ouais, il y a Laurie qui vient nous partager. Allô, Laurie, en passant, qui vient nous partager le lien vers le WooClap gratuit pour les enseignants du primaire et du secondaire. Moi, je vous conseille d'aller l'essayer. Vous allez y prendre goût. Vraiment beaucoup. Il y a de plus en plus de CP récits que je vois là qui donnent de la formation sur WooClap. Allez l'essayer. Allez l'essayer, vraiment. Là. Il y a des tutoriels aussi qui existent là-dessus, mais je pense que vous allez y prendre goût. Tu peux prendre tes questions de WooClap également puis les transférer dans tes PDF ou dans tes Google Slides ou tes PowerPoint. Non, c'est vraiment, vraiment bien fait. Oui. Merci. Oui, effectivement, le lien qui a été envoyé par Laurie Bédard a été envoyé à tous les panélistes seulement, donc on pourra peut-être le repartager avec tous là, en réponse à la question qui avait été posée. Donc, on avait eu d'autres questions là, justement sur le coût de WooClap. Là, donc, on comprend que pour les enseignants du primaire, secondaire, c'est gratuit. Pour l'enseignement aux adultes, est-ce que c'est la même chose? En fait, il faut seulement cocher qu'on n'est pas un enseignant du collège ou de l'université. WooClap, comment ils font leur argent? C'est avec les profs du collège et de l'université. Donc, si vous cochez que vous êtes un prof du primaire ou du secondaire, vous l'avez gratuit. Donc, je vous laisse lire entre les lignes. Parfait. En ce qui concerne les frais pour Scoop, est-ce que c'est payant? Oui, les guides Scoop, donc c'est un abonnement annuel qu'on peut demander auprès de son institution scolaire. Il y a des prix pour les centres de services scolaires. En passant, il y a beaucoup de centres de services qui sont abonnés. Je ne sais pas si Audrey est là, qui pourrait peut-être nous parler de ceux et celles qui sont abonnés ou nous mettre une liste, Audrey. Mais sinon, c'est un prix, c'est environ 100 $ par année. Je ne veux pas me tromper de prix, c'est environ ça. Pour un abonnement individuel, ça vous donne environ entre 50 et 60 nouveaux guides par année. Donc, des situations d'apprentissage authentique, vous en avez une soixantaine par année, plus les 400 qui sont déjà en banque, en archives. Donc, vous pouvez faire des recherches assez facilement par mots-clés selon des éléments de l'actualité, selon une compétence en particulier, selon une discipline en particulier. Audrey nous en a partagé quelques-uns. Là. Donc, CSSDM, CSS des îles, Chic-Choc, CSSMI, Laurentide, English Montreal, Lester B. Person et autres qui ont déjà un abonnement. Donc, des fois, on est abonné comme centre de service, comme école, puis on ne le sait même pas. Donc, il faudrait vérifier dans les ressources numériques de votre centre de service pour vous assurer que vous êtes abonné. Si vous ne l'êtes pas, ben, vous savez qui appeler. Ouais, ça me fera plaisir de vous en parler. Puis j'offre des beaux créacans 60 minutes pour vous faire découvrir également Scoop à partir du mois de mars. Donc, vous surveillerez les réseaux sociaux de l'École branchée et également sur le site de l'écolebranchée.com, dans la section Créacan découverte. Il y aura 5 dates pour vous faire découvrir de long et en large cette belle ressource-là. Des outils Oui, vas-y. Je vais juste prendre la parole parce qu'il est 58 et comme on a le souci d'être dans les temps, j'aimerais ça clore la rencontre en vous disant quand même qu'on va rester là pour répondre à toutes les questions qui vont rester. Là, Maxime est disponible après aussi. C'est juste pour faire une conclusion pour ceux qui auraient à quitter. Dans le fond, je veux vraiment prendre le temps de te remercier, Maxime, pour tous ces partages généreux-là. Hein? La pédagogie active, on aime ça, on veut en entendre parler, on veut des outils. Puis là, c'était très, très concret, droit au but. On repart avec plein d'outils. Fait que vraiment, merci. On est super content que vous ayez été là, l'École branchée, avec nous cet après-midi. Puis, le prochain atelier de la semaine de la FAD aura lieu demain matin
c'est le rapport du Conseil supérieur éduqué au numérique. Donc, c'est demain matin à 9h jusqu'à 10h30, l'heure du Québec. Et on aura Maryse Lassonde qui va venir nous faire une courte présentation du rapport. Et par la suite, on va avoir 6 lecteurs critiques qui vont venir commenter chacun des chapitres. Donc, on vous invite vraiment à être là. Je pense que ça va être bien intéressant. Donc, pour ce qui est de l'atelier du moment, dans le fond, je vais clore là-dessus, mais comme je vous disais, vous pouvez à partir de maintenant aussi lever la main si, mettons, votre question n'a pas été répondue, que vous voulez plutôt la poser verbalement. On va être à votre écoute. Il y a quelqu'un qui me demande dans Clavardage, est-ce qu'il y a un sondage de satisfaction? Je l'ai déjà partagé à quelques reprises dans Clavardage, mais je vais le remettre. Fait qu'on vous invite vraiment, merci Loé de le rappeler, finalement à répondre à ce sondage de satisfaction-là parce que pour nous, c'est important. Donc, merci beaucoup de prendre le temps de le faire. Voilà pour…